Bonjour, bienvenue dans On s'en mêle, le podcast proposé par Olismo. Aujourd'hui, dans On s'en mêle, on se mêle de la santé mentale des personnes queer avec Niloufar. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Niloufar, j'ai 28 ans, je suis une personne queer et non-binaire, je suis psychologue et je suis docteur en psychologie. J'ai fait une thèse sur les difficultés d'accès aux soins de santé mentale des personnes trans et j'ai une pratique principalement auprès de personnes queer et de personnes trans. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est en tant que psychologue et aussi spécialisée dans la question de la santé mentale des personnes queer. Est-ce que tu veux bien nous définir ce qu'est une personne queer? C'est pas moi qui vais décider qui est une personne queer. C'est important de se référer surtout à la façon dont les personnes se définissent elles-mêmes et quels termes elles utilisent pour parler d'elles. Moi, j'avais cru comprendre que le mot queer, du coup, ça venait à l'origine d'une insulte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Que les personnes se sont réappropriées. Réapproprié, exactement. Oui, c'est ça. C'est populairement utilisé comme un terme un peu parapluie qui va regrouper les minorités sexuelles et de genre, donc les personnes LGBT+, sous le terme queer. Sauf que dans le terme queer, il y a effectivement tout cet historique de renversement du stigmate, où en fait avant c'était utilisé comme une insulte, où ça voulait dire bizarre, étrange, et c'était utilisé pour qualifier les personnes qui étaient trop efféminées ou trop masculines. Et donc, il y a certaines personnes qui l'utilisent un petit peu dans une revendication politique dans cette filiation-là et dans cette histoire-là. Ok, très bien. En tout cas, c'est comme du coup, au final, un terme assez précis que les personnes ont pu se réapproprier pour parler d'elles-mêmes, reprendre la parole finalement. C'est ça. Donc, je vais te poser une première question au sujet de la santé mentale des personnes queer. Est-ce que les personnes queer vont bien? Alors, j'ai pas envie de donner une réponse trop pessimiste, mais c'est difficile d'être une personne queer et d'aller bien actuellement au vu du contexte politique, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaques avec la montée de l'extrême droite. Le rapport d'SOS Homophobie met en avant qu'il y a une augmentation des violences à l'égard des personnes LGBTQ+, dans l'espace social. Donc c'est compliqué d'être une personne queer en 2026. Puis, moi je pense que j'ai quand même un biais de recrutement, parce que les personnes que je vois en tant que psychologue vont généralement pas très très bien. Oui, donc je me base un peu là-dessus pour dire ça. Il y a plein de personnes différentes, il y a des personnes qui aussi se situent au croisement, à l'intersection de plusieurs identités, et qui, elles, du coup, vont être d'autant plus vulnérabilisées, et généralement ont une santé mentale qui va être d'autant plus précaire. Par exemple, je pense aux femmes trans racisées, et qui sont peut-être lesbiennes, par exemple. Il y a une intersection de plusieurs oppressions qui fait que potentiellement elles vivent un certain nombre de violences qui va impacter leur santé mentale. Et en psychologie, on a un concept qu'on utilise pour comprendre un petit peu l'impact du fait d'être une personne queer dans les sociétés actuelles, notamment en Occident. Et c'est le terme de stress de minorité qui a été développé par Meyer et qui met en avant que du fait des violences sociales, des oppressions, du fait donc d'avoir une identité qui s'écarte des normes cis-hétérosexuelles, ça va avoir un impact sur la santé somatique et aussi sur la santé mentale. Voilà. Par exemple, on sait que les personnes trans sont plus sujettes aux tentatives de suicide, à la dépression, aux troubles de stress post-traumatique. Voilà, il y a un impact assez important sur la santé mentale. Mais du coup, ça dépend aussi du croisement de chaque identité, et les personnes trans par exemple sont plus vulnérabilisées que les personnes gays ou lesbiennes. Est-ce que la question des communautés, des espaces plutôt safe est quelque chose de très important dans l'aide à la santé mentale de la personne queer, ou pas nécessairement? Complètement, il y a plein d'études qui mettent en avant que c'est vraiment un facteur de protection qui vient donner de la représentation, pouvoir voir des personnes qui nous ressemblent, ça permet de s'identifier, ça permet d'obtenir des réponses à des questions qu'on se pose, ça permet d'être entouré, parce que quand même les personnes queer ont plus tendance à vivre de l'isolement que les personnes cis-hétéros. Donc oui, c'est très important. Après, safe place, je pense que c'est important déjà de dire qu'il y a des lieux communautaires, des bars, des associations qui peuvent être des safe places potentiellement, mais il y a aussi, je pense, des personnes avec qui on peut avoir l'impression qu'on peut désigner comme des safe places aussi. Et je pense que c'est aussi important de préciser qu'il n'y a pas de safe place, je pense,
pour tout le monde et tout le temps. Je pense que les espaces communautaires sont pas exempts de reproduire des violences et des discriminations. Par exemple, je pense à Paris, il y a un certain nombre de bars queer qui sont peu accessibles pour des personnes handicapées, qui sont racistes à plusieurs endroits. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un bar queer racisé qui a été créé, qui s'appelle le Bunker, qui est venu répondre à une demande, finalement, parce que les personnes queer racisées ne trouvaient pas leur place, ou ne leur faisaient pas la place dans ces espaces-là. Donc voilà, je pense que il y a que des espaces qui peuvent être peut-être safer que d'autres, mais qui le sont pas tout le temps et pas pour tout le monde. Il y a ces lieux un peu de sociabilité qui peuvent réunir un petit peu toute personne queer. Et ensuite, il y a des lieux un peu plus spécifiques et des collectifs et des soirées, enfin qui peuvent être plus réservés en non-mixité. En tant que professionnel de santé, est-ce que tu as repéré des problématiques qui sont plus récurrentes de consultation? Donc moi, j'ai quand même le biais personnes trans. Enfin, je reçois principalement des personnes trans. Bah, les problématiques, en fait, elles sont nombreuses, mais du coup, il va y en avoir souvent autour de je me questionne autour de mon genre, j'aimerais commencer une transition, j'ai peur, je sais pas comment en parler à ma famille. Donc la question du coming out, ça c'est quand même des questions assez fréquentes. La question des traumas, quand même. Il y a beaucoup de personnes trans, mais là, queer de façon plus générale, qui ont vécu des traumas sexuels et autres, et donc qui ont besoin de travailler là-dessus. L'anxiété, la dépression, aussi tout ce qui est neuroatypie, autisme, TDAH. Il y a une plus forte représentation de personnes trans qui sont aussi autistes. Et donc, il y a pas mal ce croisement-là aussi. Donc, oui, je dirais principalement ça. Ok, c'est intéressant. Je rebondis sur le fait qu'il y a un certain pourcentage de personnes trans qui sont aussi autistes. Bah, il y a pas mal d'études qui sont actuellement menées. Une explication, sans rentrer dans le détail, par exemple, je ne connais pas toutes les hypothèses qui sont faites, mais une des hypothèses explicatives mises en avant, c'est le fait que les personnes autistes ont une moins forte adhésion aux normes sociales, du coup une moins forte adhésion aux normes de genre aussi. Oui, il se mettrait peut-être sûrement moins de barrières à ce Exactement. niveau. Ok. Et du coup, en tant que safe place, qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce que tu proposes dans ta réflexion pour que qu'un espace soit garanti comme bienveillant, accueillant? Alors, je me définirais pas comme une safe place. C'est aux personnes de dire si elles se sentent comme ça avec moi. Je suis pas sûre que je puisse l'être tout le temps et avec tout le monde, encore une fois. En tout cas, j'essaye de me remettre en question, de réfléchir, de me renseigner, d'apprendre, de faire des recherches. Il y a des sujets que je maîtrise moins, de déconstruire aussi mon rapport à certains sujets, que ce soit mon rapport au genre, que ce soit mon rapport aux relations, parce que un autre des motifs de consultation dont on parle beaucoup avec les personnes que j'accompagne, c'est aussi tout ce qui est relations plurielles ou relations non monogames. Donc aussi déconstruire toi-même ton rapport à ce que c'est que d'être en relation. Tout ce qui est essayer de réfléchir aussi à ces représentations, à ces biais racistes, les grossophobie, en tout cas s'interroger en permanence sur toutes ces dimensions-là pour essayer d'être le plus ajusté et peut-être le moins maltraitant. Ajusté, ce serait mieux. Mais avec les personnes que je reçois et surtout aussi leur laisser la possibilité de dire quand c'est pas le cas, que parfois je suis peut-être pas toujours la plus adaptée ou le plus bienveillant. Et donc du coup de pouvoir que les personnes aient toujours la possibilité de me dire là ça m'a pas trop convenu, et ça je pense que c'est le plus important, de pouvoir offrir un espace de confiance où la personne peut se sentir libre de dire là ça m'a pas convenu, est-ce qu'on peut en rediscuter? En tout cas, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est le travail de tout professionnel qui cherche à faire de son mieux, donc faire des recherches, s'améliorer, se poser des questions. Ah oui, mais pour le coup ça c'est pas quelque chose non, en tout cas sur le papier, c'est sur le papier ce qui est souvent recommandé pour les professionnels. Oui. Mais ça implique, et c'est quelque chose qui est, en tout cas moi de ce que j'ai pu observer, pas aussi répandu que ce qu'on peut le penser chez les psys par exemple, c'est vraiment déjà l'idée de se situer, c'est-à-dire avoir conscience de ses propres privilèges, qui on est, dans quoi on s'inscrit,
Et ça implique voilà, d'avoir conscience de ça et de pas se penser quand même, la psychologie et parfois la psychanalyse se pense un petit peu comme pas infiltrée par toutes les représentations culturelles et tout ce qui se passe dans la société et du coup avoir un peu l'impression qu'on est hermétique quand on est dans le bureau du psy et qu'il y a juste l'intrapsychique qui se passe à l'intérieur de notre esprit qui est important et ce qu'on ressent. Bah non, il y a aussi d'autres choses, il y a des rapports de pouvoir, il y a des choses qui infiltrent quand même la thérapie et que beaucoup de psys ne prennent pas en compte. Là, tu veux dire que beaucoup de psys pensent que le travail est fait d'emblée et qu'ils n'ont pas à se re-questionner sur leur propre construction. Oui. Au final, qu'est-ce qu'un professionnel devrait faire pour être mieux formé et ne pas faire porter son ignorance aux patients? Déjà, c'est important d'avoir en tête que quand même les professionnels de santé mentale en tout cas, mais je pense de façon générale, sont quand même peu formés dans les parcours, dans les cursus, en formation, universitaire, on parle pas en psychologie des vécus des personnes trans, mais même des personnes queer de façon générale. On parle pas des besoins spécifiques, de quels sont les impacts sur la santé mentale d'être une personne queer. Donc déjà, se former. On peut se former en allant auprès d'associations, parce qu'il y a plein d'associations qui font des formations. On peut se former soi-même en faisant des recherches, en lisant, en écoutant les personnes concernées. Les lieux dits spécialisés, entre guillemets, ou les professionnels spécialisés, il y en a pas beaucoup. Il y en a plus en région parisienne, mais quand tu sors de Paris ou de la région parisienne, il y en a moins et ils sont parfois difficiles à trouver. Donc les personnes queer, elles sont obligées d'aller vers parfois tout type de professionnels, ce qui parfois les expose à certaines méconnaissances, certaines violences, certaines discriminations dans les soins, et quels que soient les soins, pour le coup. Je sais pas, prenons l'exemple d'un homme trans qui va chez le gynécologue, par exemple. Ça peut créer une incompréhension, on peut l'appeler, s'il n'a pas changé ses papiers d'identité, madame, ça peut créer de la gêne, on peut lui demander ce qu'il fait là, enfin, ça expose aussi. Et souvent, les professionnels sont pas formés ou informés sur les réalités et les besoins des personnes trans, par exemple. Donc, il y a souvent une méconnaissance. Les personnes queer ont beaucoup besoin, en tout cas en psychothérapie, souvent, quand elles rencontrent un psy, d'expliquer. Elles ont une charge pédagogique très importante de dire voilà mon vécu, voilà pourquoi, d'expliciter parce que du coup les professionnels sont pas assez formés, donc la formation. Je pense qu'il y a aussi tout un rapport, parce que j'en parlais tout à l'heure, mais le fait pour les professionnels, avant d'accueillir une personne queer ou quand une personne queer arrive dans leur bureau, de questionner leur rapport personnel au genre, leur rapport à leur orientation sexuelle, parce que ça confronte quand même voilà, de pouvoir questionner aussi ces représentations de ce que c'est qu'une personne queer, que ce que c'est une personne trans, au risque sinon de venir enfermer l'autre dans sa vision. Moi, je me souviens d'une personne, dans le cadre de ma recherche, d'une femme trans qui m'avait raconté que, elle voyait sa psychologue, elle lui disait que tant qu'elle n'avait pas pris d'hormones et une apparence plus féminine, elle n'arrivait pas elle-même à se genrer au féminin. Et elle n'était pas à l'aise, elle continuait d'utiliser elle pour elle-même le il à ce moment-là. Et la psychologue, elle l'a genré au féminin alors même que la personne n'était pas à l'aise avec ça parce que dans sa représentation à elle de ce que c'est qu'une femme, c'est comme ça à ce moment-là. Alors que c'est aussi très important de prendre en compte la temporalité de la personne, son rythme propre. Là, je parlais des professionnels cis, mais c'est pour les personnes trans, mais ça peut même à l'inverse, une personne trans, c'est important aussi, une personne qui est concernée, ou même une personne queer aussi, de se remettre en question aussi et de quand même questionner ses propres représentations au risque un petit peu des fois de projeter un peu sur l'autre son propre vécu. Parce que justement, on a un vécu qui peut être un petit peu proche, et des fois d'anticiper un peu le rythme de la personne. Peut-être à ce moment-là, la personne, elle n'est pas encore prête à faire son coming out, par exemple. Oui. Ou alors, elle a trop à perdre en le faisant. Donc, pouvoir bien évaluer avec elle tout ça. C'est intéressant ce que tu dis aussi sur le fait que les personnes queer qui accompagnent les personnes queer peuvent aussi commettre des maladresses. Bien sûr. Les espaces communautaires queer, ils sont pas exempts de... les normes, elles infiltrent quand même ces espaces-là. Donc, il y a des reproductions de ces normes-là. Déjà, j'en parlais tout à l'heure, mais le racisme dans les communautés queer est quand même très présent. Le validisme aussi. C'est parfois peu de prise en compte des vécus des personnes handicapées. L'expérience queer, elle est aussi normative. On va avoir, par exemple, une transnormativité, c'est-à-dire des représentations qui vont s'ériger en normes de ce que doit être une personne trans. Une personne trans, dans les représentations,
vont être les personnes qui vont médicaliser leur parcours, ou pour les personnes non binaires par exemple, ne pas rentrer dans l'expérience de binaire d'homme ou de femme, mais avoir une présentation plutôt androgyne. Pareil, pour les personnes lesbiennes, le fait d'avoir une présentation peut-être un petit peu alternative. Voilà, il y a des normes comme ça qui viennent un peu codifier les expériences queer et qui viennent un peu normer ce qui doit être, comment ça doit se passer, et du coup qui excluent aussi les expériences qui ne rentrent pas dans ces catégories. Donc il y a vraiment une reproduction des normes au sein des espaces queer. Si par exemple tu étais consultante pour la création d'un espace queer qui se veut bienveillant, ouvert et safe, est-ce que tu aurais, allez, on va dire, parce que je vois, c'est compliqué. c'est un peu compliqué, mais est-ce qu'il y aurait 5 choses auxquelles il faudrait absolument penser? 5 choses, déjà ça va être, bon, alors 5 choses je ne sais pas. Puis ça va être biaisé par mon regard à moi, mais donc là on parle de quoi? On parle de quel type de lieu déjà? On est sur un, je sais pas, tu m'as dit c'est quoi? Un local associatif, c'est un bar, ou peu importe. Peu importe. Déjà, je dirais faire en sorte que les locaux soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Je dirais aussi, par exemple, que les sièges n'aient pas d'accoudoir pour que les personnes grosses puissent s'installer, ou qu'il y ait des banquettes, ou trouver qu'il y ait suffisamment d'espacement entre les tables, voilà, pour que tout le monde puisse circuler, qu'il puisse y avoir une pièce qui soit un peu isolée de l'espace principal pour les personnes qui ont des particularités sensorielles, par exemple, ou même qui que ce soit qui a envie d'aller se mettre un peu à l'écart, se reposer, puisse être un petit peu tranquille avec un lieu cosy si c'est possible de faire ça. Rappeler qu'on ne présume pas du genre de la personne, qu'on demande les pronoms si on ne sait pas comment genrer la personne, même dans l'absolu, qu'on peut demander des pronoms à tout le monde, peu importe. Comme ça permet un peu de faire un travail déconstruire un petit peu le fait d'associer cette personne à une expression de genre. Donc, je lui associe tel pronom. Voilà, demander, rappeler peut-être que tel lieu ne tolère pas telle discrimination, pas de racisme, pas d'homophobie, pas de transphobie, pas de transmisogynie. Enfin voilà, de rappeler un certain nombre de règles et que derrière ensuite, il y ait des choses qui soient mises en place si il y a des propos qui sont rapportés par une personne qui témoigne avoir vécu des violences sexuelles. Qu'est-ce qu'on met en place ensuite collectivement pour prendre en charge et écouter la personne qui a subi ça et comment on accompagne ça. Voilà. J'ai l'impression que finalement, toutes les règles que tu proposes, donc avoir des espaces accessibles en cas de handicap, avoir des espaces confortables aussi pour des personnes qui auraient un poids, un surpoids ou de l'obésité, prendre en considération la sensorialité, etc. Ce sont des règles qu'on pourrait mettre partout. Oui. Oui, voilà, qui sont pas spécifiques aux espaces pour les personnes trans. Ou queer, mais oui. Ou queer. À partir du moment où tu es minorisé, potentiellement tu peux être, pas tout le temps, un petit peu plus sensible aux enjeux que vivent d'autres personnes. Les personnes trans sont les populations les plus marginalisées au sein des communautés queer. Par rapport à la question de comment on se présente, la question des pronoms, le fait de ne pas présumer du genre, le fait de pouvoir avoir, autre point important que j'ai pas dit tout à l'heure, mais un lieu avec des toilettes qui pourraient être par exemple non genrées, la question des toilettes. Moi, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, le fait d'aller dans des toilettes et que on me dise que c'est pas les bonnes toilettes, ou qu'il faut que je sorte, ou que parfois d'avoir des situations avec de la violence, parce que je suis soi-disant pas à ma place, du coup ça fait que j'utilise moins les toilettes dans des lieux publics, j'évite d'y aller pour éviter des situations qui vont être violentes ou désagréables et qui créent un état vraiment d'hypervigilance. Et donc je pense que ce qui est compliqué justement, c'est que dans les espaces queer, tu imagines que ça va être safer, tu vas peut-être un petit peu abaisser un petit peu tes défenses, un petit peu être moins sur tes gardes. C'est d'autant plus violent quand dans ces espaces-là, on te met genre, ou on te pose des questions intrusives, ou moi je me souviens, il y a quelques années, j'étais allée dans un bar à Paris avec une amie qui était une femme trans, mais qui à ce moment-là, présenté de façon masculine, en tout cas, qui présentait de façon plutôt masculine, et on allait entrer dans ce bar plutôt qui est quand même plutôt lesbien, disons-le, et on lui a un petit peu interdit l'entrée. J'ai dû dire, non, mais elle est avec nous, elle peut venir. Ah oui, d'accord. Comme quoi, on reproduit, tu vois, même dans ces espaces-là, qui sont soi-disant plus au fait, plus renseignés, et donc ça reproduit un petit peu... Je voulais parler du coming out, du coup, qui peut être violent pour les personnes queer.
pas toujours, et des fois ça se passe bien, bien sûr. et qui peut être aussi mal vécu par l'entourage, ce qui fait du coup un manque de communication, des situations vraiment dramatiques. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment nécessaire de faire son coming out? Ça dépend du besoin de la personne. Est-ce qu'elle a besoin d'en parler à sa famille, à son entourage? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Enfin, il y a une injonction au coming out actuellement, où il faudrait, à partir du moment où on sait qu'on est queer, il faudrait qu'on en parle. Sauf que, en fait, parfois, c'est trop risqué d'en parler. Parfois, c'est pas le moment. Parfois, les personnes de l'entourage ne peuvent pas entendre. Parfois, on a trop à perdre. Parfois, ça nous vulnérabilise trop. Parfois, notamment pour les personnes queer racisées, ça peut aussi les couper d'une partie de leur communauté et du coup de les isoler d'autant plus. Donc parfois, c'est pas toujours pertinent, pas toujours à ce moment-là. Parfois, il y a besoin d'attendre un moment. Puis il y a des personnes qui n'en parlent pas et qui mènent une espèce de double vie qui peut parfois être assez aliénante quand même, parfois. Pas tout le temps, il y a des personnes qui trouvent un point de confort là-dedans. Et pour d'autres, ça peut être un peu aliénant de dire, voilà, j'ai cet aspect-là de ma vie dont je parle à ces personnes-là et pas à d'autres. Ça peut aussi être un peu compliqué. Mais je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des coming out qui se passent bien, ou qui, sur le moment, peuvent être un petit peu difficiles, mais qui, avec le temps, les personnes peuvent être quand même acceptées par leur famille ou par leur entourage. Mais il y a aussi des situations qui sont plus dramatiques, où, effectivement, les personnes se voient rejetées de leur famille et où c'est plus compliqué. C'est aussi une réalité qui est quand même assez présente et importante aussi. Enfin, ce que les personnes queer, quand elles font leur coming out, ce qu'elles appréhendent, c'est systématiquement le fait d'être rejetées, le fait qu'on ne les aime plus, de perdre l'amour de leurs proches. Et donc, rassurer sur le fait que l'amour ne change pas, que peut-être on s'y attendait pas, ou peut-être on s'y attendait, mais en soi, peut-être ça, on s'en fiche, parce que peut-être c'est pas la question, de pouvoir juste rassurer sur le fait que le lien et l'amour restent le même, peu importe le genre, ou peu importe qui la personne aime. Je pense que ça, c'est le plus important. Et de dire qu'on est toujours là et qu'on va accompagner, si besoin, et qu'on sera là, en tout cas, je pense que ça, c'est le plus important. Mais c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'appréhension, et les personnes trouvent des moyens souvent créatifs et très personnels pour le faire, que ce soit en discussion, que ce soit avec un PowerPoint, que ce soit avec une lettre, que ce soit avec un... Bref, il y a plein de façons de pouvoir... faire une annonce, finalement. C'est ça. De façon plus globale. Comment soutenir une personne queer? Déjà, ça rejoint un peu ce que je disais avant, être là, l'aimer, que le lien ne change pas. Je pense se renseigner aussi quand on n'est pas forcément informé, se renseigner sur le vécu, peut-être être présent ou présente pour les rendez-vous, par exemple pour une personne trans qui a tout un tas de charges administratives, médicales, d'accompagner ou de proposer d'accompagner. Voilà, c'est une forme de soutien vraiment présent et effectif. Ça peut être un soutien aussi en corrigeant lorsque d'autres personnes ont des propos qui ne sont pas adaptés ou qui ne sont pas ou qui sont discriminants. Défendre la personne s'il y a besoin, parce que lorsqu'on n'est pas concerné, notre parole a plus de poids. On est plus écouté par les personnes qui sont elles aussi non concernées souvent. Donc user de ce privilège-là, même si on ne comprend pas toujours, à ne pas minimiser, quand même écouter, ne pas remettre en question. Les personnes queer, on leur envoie souvent qu'elles exagèrent, que mais non, personne te regarde marcher dans la rue quand tu tiens la main de ta meuf, ou mais non, personne te regarde alors que les personnes se demandent quel est ton genre. Enfin, je pense que c'est vraiment demander à la personne aussi de ce dont elle a besoin, quoi. Parce que là, c'est un peu des généralités, mais chaque personne va avoir des besoins différents. Peut-être qu'une personne n'aura aucunement envie qu'on la défende, parce que peut-être qu'elle veut, elle veut rester tranquille, elle veut pas d'histoire, elle veut pas qu'on... Voilà, ça dépend du besoin de chaque personne. Comme on le disait tout à l'heure, au final, c'est quand même toujours quand même penser à apporter de la nuance dans sa façon de penser, se remettre en question, être très attentif à ce que l'autre dit, c'est ça. Comme on le ferait pour n'importe qui, en fait, de façon générale, dans la vie. Oui, mais tu ramènes beaucoup à... c'est comme tout le monde. En fait, pourquoi je ramène à c'est comme tout le monde? C'est pas que c'est comme tout le monde. Non. C'est plus en fait de se rappeler dans sa façon de penser qu'il faut pas
penser qu'on sait parce qu'on a lu quelque chose. Ah oui, je connais telle personne trans qui fait comme ça, et du coup, Ok. et du coup, je vais penser de la même façon parce que je sais que les personnes trans sont comme ça. C'est plus, voilà, ne pas enfermer les gens dans une case. C'est plus dans ce sens-là. Penser comme c'est une personne en fait, et comme toute personne, à toute personne, on va poser des questions sur ce qu'elle veut, comment elle vit les choses. Comme tu disais tout à l'heure par rapport à la patiente qui s'était fait mégenrer, le professionnel n'a pas pris le temps de lui demander comment toi tu vis les choses. On n'a pas écouté, effectivement. Oui, n'a pas écouté. Après, j'entends bien, faut se rappeler que c'est quand même des personnes queer vivent des choses spécifiques. Oui, voilà, spécifiques. Pas plus difficile. Enfin, en tout cas, je pense que c'est important de rappeler. Effectivement, c'est comme tout le monde, on fait attention à la singularité de chaque personne, mais avec des vécus spécifiques. Et tu disais, comme tout le monde, ouais, mais j'ai pas l'impression que, enfin, là on parlait de personnes queer, mais les femmes aussi, pour autant, sont minorisées aussi, et on va pas toujours, enfin, parfois on ne fait pas non plus attention à leur singularité. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que les personnes queer. Enfin, pareil pour une femme, on va pas l'enfermer dans t'es une femme, tu penses comme ça. Oui, mais dans les faits, c'est le cas. Oui. Bah, dans les faits, enfin, je veux dire. Oui, mais là, tu parles en termes de société. Oui, là, je parle en termes individuels. Si tu es une personne individuellement qui veut bien faire, tu dois toujours te rappeler que, tu ne connais pas la personne bien sûr. qui est en face de toi. Ok. Et tu ne présumes pas savoir ce qu'elle vit. Oui, ok. Et là, oui, que ce soit une femme, une personne trans, noire. Dans tous les cas, écoutez l'autre. Un homme, si ceci, tu le connais pas. Oui, écoutez. Mais en effet, tu dois encore plus être vigilant dans cette situation. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a des choses très spécifiques à avoir en tête. Tout à fait. Ouais, exactement. Comment une personne peut faire pour éviter d'être intrusif quand elle veut justement se renseigner sur les besoins, sur les questionnements ou sur ce que vit une personne trans alors, je pense on parle de façon générale ou chez les professionnels où je fais 2 réponses différentes. Peut-être que tu peux faire 2 réponses différentes. Peut-être en premier, l'entourage lambda et dans un deuxième temps, le professionnel. Okay. Dans la mesure du possible, c'est ce que je disais, se renseigner de son côté pour éviter la charge pédagogique pour la personne. Ensuite, c'est se demander aussi pourquoi je veux poser cette question-là. Je veux dire, par exemple, pour les personnes trans, souvent, ce que l'entourage va poser comme question, c'est est-ce que tu vas prendre des hormones? Est-ce que tu vas faire l'opération? Qu'est-ce que ça... Ou même dans d'autres espaces, est-ce que... Enfin, bref, ce type de questions qui peuvent être vécues comme intrusives par les personnes parce que déjà, on les renvoie souvent systématiquement à quoi ressemble leur corps, où elles en sont dans leur transition. Qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir ça? Si tu te dis, j'ai envie de connaître la personne, parce qu'effectivement, savoir qu'elle a pris des hormones ou qu'elle va faire une opération ou qu'elle en a fait une, dans son parcours, c'est vrai, c'est pas rien, potentiellement, ça dit des choses de son parcours spécifique, mais dans ce cas-là, peut-être d'attendre que la personne elle-même en parle, parce que si elle est suffisamment en confiance et qu'elle a envie d'en parler, d'elle-même elle en parlera à un moment donné, elle te dira oui, quand je prends des hormones à mon opération prévue, ou quand on veut savoir voilà quel terme utiliser, comment quand on veut bien faire, c'est souvent ça, il y a souvent cette dimension de vouloir bien faire, mais parfois de pas oser, ou parfois d'ajouter une charge à la personne qui dans tous les espaces doit toujours éduquer. Voilà, je reviens à ce truc de se renseigner de son côté. Et puis après, il y a des personnes queer qui sont plus ou moins ouvertes à répondre à ces questions. Il y en a qui sont fatiguées, parce qu'elles y répondent tout le temps. Et il y en a d'autres qui sont à l'aise de former et d'informer qui elles peuvent, quand elles peuvent. Donc ça dépend aussi de chaque personne. Et pour les professionnels, comment on fait la différence entre... J'en reviens à la même chose. Pourquoi on se pose la question? Enfin, pourquoi on pose cette question voilà, quand on est psy, par exemple, et qu'on reçoit une personne trans, pareil, qu'on lui demande est-ce que vous allez faire l'opération? Toujours la même question qui revient très souvent, ou avec qui vous couchez? Mais donc, du coup, ça veut dire que vous êtes hétéro, bi... Enfin, voilà, ça, c'est des questions très fréquentes. Qu'est-ce que ça apporte à la personne, en fait? Qu'est-ce que ça, dans son suivi en tout cas psychothérapeutique, à quoi ça va lui servir? Surtout si c'est pas sa demande. Si c'est sa demande et qu'elle veut parler, je sais pas, de sa vie sexuelle, ou qu'elle a un problème ou une plainte au niveau sexo
Bah, dans ce cas-là, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être ça peut être pertinent de parler de sa génitalité, mais en fait, sinon, on s'en fout. Donc, toujours revenir à cette question, si je la pose, est-ce qu'elle va servir la personne? Est-ce que ça va lui être bénéfique? Ou est-ce que c'est juste ma curiosité à moi? À part si je vais coucher avec cette personne-là, peut-être là, je pourrais me préoccuper. Mais sinon... Faire attention à la pertinence, en fait, C'est ça. des questions. Exactement. Est-ce que la question apporte quelque chose dans la relation? Exactement. Ou est-ce qu'en tant que professionnel... Exactement. Ça va servir à la personne. Exactement. Ok. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne queer se ferme, se braque face à un professionnel? Du fait d'une histoire quand même, que ce soit les personnes queer de façon générale, du fait d'une histoire de psychiatrisation de l'homosexualité, de la transidentité, pendant de nombreuses années, et jusqu'à il y a pas encore très longtemps, il y a une méfiance, souvent, au sein des communautés queer, des professionnels de santé mentale. Donc en fait, en réalité, c'est plutôt que les personnes queer, souvent, vont être fermées de premier abord, et c'est plutôt comment est-ce qu'elles vont réussir à s'ouvrir. Souvent, les personnes queer, elles vont adopter une identité un peu stratégique, elles vont performer. Elles vont performer un certain genre, elles vont performer une certaine... elles vont souvent un peu se rentrer dans la norme pour se protéger. Il y a quand même souvent cette dimension-là où elles vont pas parler d'un pan de leur vécu, elles vont peut-être pas dire qu'elles sont trans, ou alors elles vont pas dire avec qui elles relationnent, pour éviter par exemple, une pathologisation de leur vécu. Par exemple, qu'on fasse des liens et des interprétations sur leur vécu. Moi, je me souviens d'une personne dans ma thèse qui m'avait raconté que donc elle avait vécu des violences et des violences sexuelles dans sa vie. Et vous voyez une psychologue qui lui a dit à ce moment-là, non mais en fait, vous n'êtes pas trans, en fait, vous êtes juste traumatisé. Ah. Voilà, tu vois. Pathologiser, disqualifier le vécu, faire une interprétation, voilà, par exemple. Ça va contribuer à ce qu'une personne, effectivement, se ferme. Le fait aussi que, je sais pas, la personne, ce soit pas sa demande, parler de sa queerness ou parler de sa transidentité, elle vienne pas pour ça, elle vienne parler de sa dépression et qu'elle ait pas envie qu'on ramène en permanence à ça. Qu'on interprète tout sous ce prisme-là. Ça contribue aussi à ce que personne se ferme, effectivement. Mais voilà, je pense que c'est d'abord les personnes, enfin, encore une fois, ça dépend des vécus, il y a des personnes qui vont aussi, qui sont tellement habituées quand même à vivre des discriminations, à être confrontées à des questions intrusives, que parfois, en fait, elles se rendent pas compte que, en fait, elles subissent des violences dans leur psychothérapie. Elles se rendent pas compte, et c'est souvent en discutant avec d'autres personnes queer, ou en rencontrant des professionnels de santé mentale dans des assos, qu'elles vont se rendre compte qu'en fait, et qu'on va lui renvoyer, mais en fait, c'est intolérable que cette personne-là, elle vous demande ça, ou elle refuse d'utiliser votre prénom et vos pronoms. Parce qu'en fait, c'est tellement parfois banalisé, que y a pas mal de personnes qui parfois se rendent pas compte qu'en fait ce qui se passe est problématique et que en fait ça l'aide pas à se sentir bien probablement. La charge pédagogique aussi, le fait de toujours devoir former les professionnels, ça ferme, ça épuise, et puis souvent juste ça peut conduire à parfois il y a des personnes qui vont en parler et en fonction de la réaction du professionnel, ça peut peut-être se travailler et améliorer ce qu'on disait tout à l'heure, le suivi, et puis sinon ça conduit à des ruptures souvent de suivi. Quels seraient les facteurs protecteurs pour une personne queer? Je pense que c'est des choses dont on a déjà parlé, mais si je devais résumer peut-être 3 facteurs, on pourrait dire l'importance d'avoir un entourage familial présent et soutenant, ça c'est un facteur de protecteur, et à l'inverse c'est un facteur de vulnérabilité d'être en rupture avec sa famille, avoir un entourage communautaire présent, des personnes qui nous ressemblent, pouvoir accéder aussi à des soins de santé mentale par exemple, ça aussi c'est un facteur protecteur. Ce sont des choses que chaque personne pourra aussi un peu observer pour savoir s'ils ont vraiment, dans quelle situation ils sont. Est-ce qu'ils sont plutôt préservés? Est-ce qu'ils peuvent se poser des questions pour du coup se rapprocher de professionnels ou même de communautés qui peuvent les aider? Donc, est-ce que du coup tu aurais quelque chose à dire aux personnes queer qui nous écoutent? Que ça va aller, en vrai, tout simplement, que on se sent souvent seul, on se sent souvent un peu perdu, on sait pas trop vers qui se tourner. Moi, quand j'étais jeune, je pensais pas que j'arriverais à mes 18 ans. Maintenant, j'en ai 28. Je travaille auprès d'une communauté
à laquelle j'appartiens, je suis plutôt épanouie dans mon travail et je suis plutôt bien entourée aussi. Je sais que mon expérience n'est pas du tout forcément représentative, mais je sais que ça peut parfois donner un peu d'espoir et de représentation quand on est un peu seul et qu'on sait pas trop vers qui se tourner. Et je dirais aussi d'oser aller dans des espaces communautaires, que ce soit dans des bars, que ce soit dans des assos, que souvent on se sent pas légitime parce qu'on se dit je suis pas assez queer, j'ai pas ma place, d'oser en fait que si l'espace dans lequel tu vas il te fait te sentir mal et il te renvoie que t'as pas ta place, c'est pas que toi tu n'as pas ta place, c'est que cet espace-là n'est pas fait pour toi. Et ça c'est important de se rappeler que si il y a des endroits, il y a des espaces dans lesquels tu as ta place et où on va t'accueillir et on va pas te rejeter. Et de pas, au moindre pas qu'on fait, ou parfois en fait, hein, vraiment, les espaces sont pas toujours safe, ils le sont dans la mesure du possible, mais ils le sont pas toujours, et parfois on peut oser et être confronté à quelque chose qui nous referme et de se dire, non, c'est pas toi, cet espace-là qui est pas fait pour toi. Alors qu'il devrait, mais... Et est-ce que tu aurais des choses à dire aux personnes qui ne sont pas queer? Ça va aller aussi. Ça va aller aussi, vous inquiétez pas, on fait moins peur que ce qu'on peut penser généralement. Et puis surtout, ouais, écoutez-nous, apprenez de nous. Parce que je pense que tout le monde a à apprendre des minorités sexuelles et de genre, c'est-à-dire tout le monde est enfermé dans le patriarcat, la société hétéronormée, le capitalisme. Et les communautés queer quand même viennent questionner depuis les marges ces normes-là. Et du coup, je pense que tout le monde a à apprendre en fait, même si on n'est pas concerné en tant que tel. Ça vient faire du bien un peu de se dire, en fait, oui, je suis un homme, mais je peux peut-être sortir un peu de ces normes de masculinité qu'on m'a inculquées. Je peux voilà, avoir un peu plus de fluidité et m'autoriser à être un peu autrement que ce qu'on m'a enseigné. Donc, je pense que tout le monde peut bénéficier de ça. Donc, voilà, apprenez et écoutez. Voilà, finalement, c'est une bonne conclusion. C'est ça. Mais je vais quand même te poser une dernière question. Ouais. Quelle contradiction tu assumes aujourd'hui? Que c'est OK de pas être queer tout le temps et partout. Que c'est OK dans certains espaces, on a le droit de ne pas dire à ses collègues qu'on sort avec une femme, par exemple, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des questions intrusives. C'est OK d'être fatigué, de pas toujours corriger, lutter, combattre, parce que des fois on est fatigué, et de se dire que ça ne fait pas de nous une personne moins queer si on se présente pas dans tous les espaces, qu'on fait pas, parce qu'on a parlé du coming out, mais en fait il y a des coming out tout au long de ta vie, dans tous les espaces potentiellement, et que si t'as pas envie d'être out dans tous tes espaces, bah c'est OK, t'es pas moins queer, c'est OK de parfois juste avoir envie d'être tranquille et de pas tout le temps lutter. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... Enfin, pas un peu, il y a ce côté très militant, en fait, dans la communauté, et tout le monde n'est pas toujours tout le temps oui, puis c'est à l'aise épuisant. avec. Ouais, et puis c'est aussi fatigant et pouvoir se dire des fois, bah, j'ai entendu l'oncle transphobe faire une remarque, mais là, en fait, c'est pas mon moment, je peux pas, donc ça va créer de la contradiction et je vais me dire, ça me fait du mal d'entendre ça, mais c'est pas mon combat, pas celui d'aujourd'hui, parce que je le mène peut-être à d'autres moments et que là, j'ai pas l'énergie de le faire. Ou alors, ça va m'exposer devant toute la famille de lutter contre cette personne-là et que c'est pas le plus judicieux pour moi. De se préserver des fois, tout simplement. C'est ça. Bah, se préserver, c'est aussi un acte de santé mentale. Complètement. C'est important de le rappeler. Tout à fait. Bah, je te remercie, Niloufar. On se retrouvera dans d'autres épisodes. On va se mêler d'autres sujets de bien-être, de santé physique, mentale ou sociale. Bonjour.